Bonjour à toutes et tous, cette capsule vidéo va être consacrée à la correction du devoir que vous aviez à me rendre pour hier. Donc je rappelle que ce devoir ne sera pas noté, il permettait de faire un bilan des chapitres abordés lors de ce confinement. Alors, premier exercice, première question, nombre d'électrons de valence. Donc pour le nombre d'électrons de valence, eh bien, on commence par écrire la configuration électronique. On repère ensuite les électrons sur la dernière couche occupée par les différents atomes. Donc l'hydrogène Z égale 1, 1s1. Donc un électron de valence, un électron sur la dernière couche, qui est la couche 1. Le bore Z égale 5, 1s2, 2s2, 2p1. On a 3 électrons sur la couche numéro 2. L'azote, Z égale 7, 1s2, 2s2, 2p3, 2 plus 3, 5 électrons sur la dernière couche, donc 5 électrons de valence. Et enfin le fluor, Z égale 9, 1s2, 2s2, 2p5, 7 électrons de valence. Alors, deuxième question, on vous demandait d'établir le schéma de Lewis des molécules de trifluorure de bore, donc BF3, et d'ammoniac, NH3. Alors, pour écrire ces schémas de Lewis de molécules, il fallait commencer par écrire les schémas de Lewis des atomes. Et pour avoir les schémas de Lewis des atomes, eh bien, on se fie aux configurations électroniques et au nombre d'électrons de valence. Jusqu'à 4 électrons de valence, on positionne les électrons seuls autour de l'atome. Et à partir du 5e, les électrons s'apparient pour former des doublets non liants. Donc là, hydrogène, ça va nous faire H et 1 électron de valence. Le bore, comme on a 3 électrons de valence, ça va nous faire B et 3 électrons de valence, 3 points. Le fluor, on va avoir 9 électrons de valence par 7 électrons de valence, c'est ça. Donc ça nous fait 3 doublets non liants et 1 électron de valence. Et l'azote, 5 électrons de valence, donc 1 doublet non liant et 3 électrons de valence. Je rappelle qu'un doublet non liant représente 2 électrons associés, 2 électrons de la couche externe qui s'associent. Donc ici, après, il suffit juste d'assembler les atomes, les schémas de Lewis des atomes en respectant la formule brute de la molécule. Attention ici, pour le trifluorure de bore, le bore n'est entouré que de 3 doublets, pardon. Donc il ne suit pas la règle de l'octet, il n'est pas entouré de 8 électrons, ce qui fait qu'il va être porteur d'une lacune électronique, puisqu'il lui manque 2 électrons pour avoir une configuration stable. Donc il porte cette lacune électronique qu'il fallait faire apparaître pour le trifluorure de bore. Alors ensuite on vous dit que les deux espèces peuvent réagir ensemble pour former un solide ionique qui aura cette formule NH3+-BF3-. Justifie les charges portées par les atomes d'azote et de bore. Alors l'azote se retrouve à former 4 liaisons. 3 liaisons avec 3 atomes d'hydrogène. Et une liaison avec l'atome de bore. Donc il va avoir en propre autour de lui 4 électrons, donc 4 électrons sur sa couche externe au lieu des 5 qu'il doit avoir qu'a l'atome, parce que je rappelle que le numéro atomique de l'azote c'est Z égale 7, donc sa structure électronique c'est 1s2, 2s2, 2p3, il doit avoir donc pour l'atome d'azote 5 électrons sur la couche externe, il en a 4, il a donc perdu un électron, il porte donc une charge de plus. Pour le bore, c'est la configuration inverse. Normalement, le bore, sa configuration électronique étant 1s2, 2s2, 2p1 à 3 électrons 3 électrons de valence. Là, il en a en propre 4, puisqu'il participe à 4 liaisons avec des atomes de fluor et puis 1 avec une liaison avec l'azote. Donc 4 électrons en propre, ça leur fait 1 de trop par rapport à l'atome. Il a donc gagné un électron, il porte une charge négative. Alors ensuite, une deuxième partie, le méthanal. On vous demandait de déterminer la géométrie de la molécule de méthanal autour de l'atome de carbone. Donc là, pour trouver la géométrie de cette molécule, eh bien, il faut connaître le petit tableau que vous avez dans le polyélève. Donc là, quand la somme du nombre de liaisons, qu'elles soient simples ou doubles, et de doublets non liants est égale à 3, et que l'atome est lié à 3 atomes, l'atome dont on cherche la géométrie est lié à 3 atomes, et bien la géométrie est triangulaire plane, ici. Expliquer pourquoi on peut obtenir des solutions aqueuses de méthanal sachant que l'eau est un solvant polaire. Eh bien, la géométrie de la molécule étant triangulaire plane, on a ici la liaison CH qui n'est pas polarisée.
On a cette deuxième liaison CH qui est plus polarisée, mais par contre la liaison CO est polarisée puisqu'on voit que le carbone a une électronégativité de 2,6 et l'oxygène de 3,4. Donc l'oxygène est plus électronégatif que le carbone, l'oxygène va être porteur d'une charge partielle delta-, le carbone d'une charge partielle. Donc les positions moyennes des charges partielles positives et négatives ne sont pas confondues. La molécule de méthanal est donc une molécule polaire. L'eau est un solvant polaire et les solvants polaires solubilisent très bien les molécules polaires, c'est pourquoi on peut avoir des solutions aqueuses de méthanal. Voilà, deuxième exercice. Vous aviez une notice de médicament qui servait en cas d'hypocalcémie. Justifier la charge portée par les ions calcium et chlorure. Alors là, on se fiait aux configurations électroniques. Pour le calcium, on termine par 3s2, 3p6, 4s2. Donc pour avoir une configuration électronique qui serait la même que celle du gaz noble le plus proche, il faut perdre ces deux électrons qui sont en 4s2 ici. Donc là, pour avoir la même configuration électronique que l'argon. Et si l'atome de calcium perd ces deux électrons ici, il se transforme en ion calcium chargé de plus. Le chlore, lui aussi, va devoir avoir la même configuration électronique que l'argon pour gagner en stabilité, donc une configuration électronique en 3s2, 3p6. Il doit donc gagner un électron et donc il se transformera en ion Cl-. Donc là, c'est la règle de l'octet qui s'appliquait. Donc 8 électrons sur la couche externe pour ces deux atomes, enfin pour ces deux ions en l'occurrence. L'interaction responsable de la cohésion du solide, eh bien, comme on l'avait vu dans l'activité liée à ce chapitre, c'est l'interaction électrique ou électrostatique attractive entre les charges de signes opposés qui est supérieure aux interactions électrostatiques répulsives entre charges de même signe. Donc entre les Ca2+ entre eux ou les Cl- entre eux, la force d'interaction électrostatique est plus faible que la force d'interaction électrostatique attractive entre les Ca2+ et les Cl- parce que les Ca2+ et les Cl- sont plus proches dans le cristal ionique. L'équation de dissolution du chlore de calcium dans l'eau, eh bien CaCl2 solide va nous donner Ca2+ aqueux plus 2 Cl- aqueux. Il faut l'écrire de manière à avoir conservation des éléments et conservation de la charge. Déterminer les concentrations en quantité de matière de chacun des ions dans la solution injectable. Un CaCl2 va donner un Ca2+ et 2 Cl-. Donc à l'état final, eh bien, la quantité de matière de Cl-, elle vaudra 2x max quand celle de Ca2+ vaudra x max. Et x max ici, il est égal à N0, la quantité de matière initiale de CaCl2. Pourquoi? Parce que CaCl2 est notre seul réactif, c'est le réactif limitant puisque c'est le seul réactif. Donc x max égale N0, donc là on aura à l'état final N0 mol de Ca2+ et 2 N0 mol de Cl-. Donc en calculant N0, on va pouvoir calculer la concentration de Ca2+ et la concentration de Cl-. N0, donc c'est la quantité de matière de CaCl2, c'est donc égal à la masse de CaCl2 sur la masse molaire de CaCl2. Donc la masse de CaCl2 était donnée dans l'extrait de la notice de chlorure de calcium injectable, on avait 506,82 mg. Et pour la masse molaire, eh bien, il fallait prendre les masses molaires des atomes et les ajouter. Donc on avait un calcium et 2 chlore, donc voilà, bon, ça nous faisait 111,1 g par mol. Et la quantité de matière de CaCl2, 456 10-3 mol. Pour avoir la concentration de Ca2+, ça nous faisait donc X max sur le volume de solution, donc N0 sur le volume de solution. Et donc on avait 4,562 10-1 mol litre. Et pour Cl-, la quantité de matière de Cl- à l'état final c'est 2x max. Donc on avait 2x max sur le volume de solution. Donc 2 fois 4,562 sur le volume de solution. Et on obtenait ce résultat. Alors, la concentration en masse des ions calcium dans la solutable, le lien entre concentration en masse et concentration molaire, c'est que la concentration en masse est égale à la concentration molaire fois la masse molaire. Donc on avait ici une concentration en masse de 18 g par litre. Est-ce qu'on respecte la posologie? Donc 6 ampoules de chlorure de calcium pendant 36 heures. Alors on va calculer la masse de calcium correspondante, puisqu'on a une masse maximum de 800 mg par jour. Donc la masse, c'est la concentration en masse fois le volume. Alors attendez, excusez-moi, comment ça s'appelle ça? Donc une perfusion correspond à 10 ml ici. Donc là, si on met 6 perfusions, ou 6 ampoules plutôt,
6 ampoules, donc on a un volume de 60 ml fois la concentration en masse, et ce qui nous fait un peu plus d'1 gramme en 36 heures. Donc pour savoir ce que ça fait en 24 heures, donc on divise par 36 et on multiplie par 24. 0,732 grammes, donc 732 mg, c'est inférieur à 800 mg, on respecte la posologie. Alors, les deux dernières questions, donc on cherchait à extraire l'huile essentielle d'eucalyptus, qu'on appelle, enfin, qui est principalement constituée par de l'eucalyptol, dans de l'eau. Donc pour ça, on avait fait ce qu'on appelle une hydrodistillation. Donc on avait mis de l'eucalyptus dans de l'eau et donc à bouillir pendant une vingtaine de minutes. Et ensuite, on veut extraire l'huile essentielle de ce mélange. On a 3 solvants à notre disposition, cyclohexane, toluène, éthanol. Quel solvant choisir? Alors, je rappelle les 2 critères les plus importants et ensuite le troisième. Les 2 critères les plus importants, c'est que le solvant choisi doit être non miscible avec le solvant de départ, pour qu'on puisse les séparer grâce à l'ampoule à décanter. Et deuxième critère, tout aussi important, l'espèce à extraire doit être plus soluble dans le solvant choisi que dans le solvant de départ. Enfin, si plusieurs solvants répondent à ces 2 critères, on prend le moins dangereux, celui pour lesquels les pictogrammes de risque indiquent le moins de dangerosité à l'usage. Alors, là, il fallait se fier au tableau. Donc nous, ce qu'on avait, c'était de l'eucalyptol dans de l'eau. Et donc les 3 solvants, pour le premier critère énoncé, donc on éliminait l'éthanol parce qu'il était miscible à l'eau, même si la solubilité de l'eucalyptol était très importante dans l'éthanol, comme il est miscible à l'eau, on ne pourrait pas le séparer dans l'ampoule à décanter. Et donc il nous restait le toluène et le cyclohexane qui étaient non miscibles, mais l'eucalyptol est peu soluble dans le toluène, donc on l'élimine, alors que l'eucalyptol est très soluble dans le cyclohexane. Donc on va choisir le cyclohexane pour les raisons invoquées. La verrerie à choisir, c'est l'ampoule à décanter. Le protocole, c'est on introduit notre mélange au eucalyptol, on rajoute notre solvant, on agite, on dégaze, on laisse décanter. La densité du cyclohexane étant plus faible que celle de l'eau, eh bien, le cyclohexane avec l'eucalyptol va se trouver au-dessus de notre phase aqueuse. Voilà pour le schéma. Et enfin, le troisième et dernier exercice, le saccharose en présence d'eau se transforme en fructose et glucose. Donc on vous demandait la formule semi-développée du glucose sous sa forme linéaire. Donc en fait là vous aviez le modèle moléculaire et donc vous deviez écrire la formule semi-développée et identifier les familles de composés auxquels le fructose appartient. Donc on avait un C double liaison O, donc un carbonyle en bout de chaîne, donc on avait aldéhyde, ici famille des aldéhydes, et puis on avait aussi plein de OH, donc des groupes hydroxyles, donc famille des alcools et famille des aldéhydes. C'était un mélange des deux, si vous voulez, de ces 2 familles. Alors ensuite, l'acétate d'isoamyle est synthétisé à partir de ces 2 réactifs. Donc l'acétate d'isoamyle, il a cette formule-là, on fabrique aussi de l'eau. Justifier le nom de chacun des réactifs. Alors acide éthanoïque, le suffixe oïque indique qu'on a le groupe caractéristique COH, qu'on repère ici. La racine éthane, on a 2 carbones, voilà, donc ça fonctionnait. On n'avait pas de préfixe parce qu'on n'avait pas de ramification, pas de groupe alkyle qui s'accrochait à notre chaîne principale. Ensuite, le 3-méthylbutanéol, donc là, le suffixe, eh bien, on avait le OH sur le premier carbone, donc un ol. La racine butane, 1, 2, 3, 4 carbones dans notre chaîne principale, et le préfixe 3-méthyl, puisqu'on a un radical alkyle en position 3 sur notre chaîne caractéristique, chaîne principale, pardon. Identifier le réactif dont le spectre infrarouge est donné dans le document A. Alors document A, on l'avait ici, on repérait la liaison OH, très caractéristique autour de 3200 cm-1, le 1700 cm-1 du C double liaison O, donc on avait affaire à un acide carboxylique, c'était l'acide éthanoïque. Ça ne pouvait pas être le butane, un ol, puisque on voit le C double liaison O très nettement, qui n'est pas présent, cette liaison n'est pas présente dans cette molécule. Alors ensuite, l'avancement de la réaction est suivi par spectroscopie infrarouge. On mesure l'air sous la courbe de la bande de vibration du nombre d'ondes comprises entre 3200 et 3000 cm-1. Donc en fait, l'air sous la courbe mesure la quantité de liaison OH qui nous reste. On voit que cette quantité diminue, c'est normal parce qu'on a OH uniquement dans les réactifs, pas dans le produit. Hein. On a dans le réactif ici, on a la liaison OH, et puis dans ce réactif là, on a la liaison OH, mais on l'a pas dans le produit. Donc la
la quantité de matière de réactifs diminuant, et bien l'air diminue. Voilà, c'est ce qu'on vous demandait d'expliquer dans le 5. Et enfin, les réactifs ont-ils été entièrement consommés à la fin de la réaction? On voit que l'air sous la courbe, elle n'est pas nulle, hein. Donc il nous reste des réactifs. La réaction n'est pas totale. Voilà pour cet exercice. Il faudra reprendre ce devoir ainsi que les chapitres que vous aviez enfin, qu'on a traités ensemble, mais surtout vous quand même là, pendant le confinement. Pendant les vacances, je vous donnerai pas d'autre travail que ça fait déjà pas mal, je pense, reprendre les chapitres 10, 11, 12 plus le devoir, histoire d'être prêt pour la rentrée. Jeudi, on fait un TP, on fait un TP, on manipulera, enfin vous ne manipulerez pas, et moi je vous trouverai une vidéo qui illustrera ce TP, c'est la synthèse et la purification de l'aspirine. Si on rentre pas trop tard, c'est-à-dire si on rentre à partir du 4 mai, ce que j'espère, eh bien on essaiera de faire ce TP, tant pis, même si je vous l'aurais expliqué un peu avant, c'est pas bien gênant, vous aurez au moins les manips. Et sinon, pendant les vacances, essayez aussi, en plus de ce que je vous ai dit là, de repérer la comète de la décennie, Atlas, qui devrait être visible sur cette deuxième quinzaine d'avril. Alors, c'est une comète sœur d'une autre comète qui a été visible en 1844 et qui a été visible même en plein jour quand elle s'est rapprochée du périhélie. Donc celle-ci sera peut-être pas visible en plein jour, mais en principe elle devrait être visible dans le ciel nocturne là à partir de cette deuxième quinzaine d'avril. Donc essayez de prendre une petite photo. Voilà, donc à jeudi pour l'ETP, bon courage et bon travail.